Bon, le cinéma, c'est sans doute la forme d'art qui immédiatement a attrapé de l'altérité. Le cinéma, c'est parce que dans un film, il peut y avoir des éléments qui sont complètement hétérogènes et différents. C'était moins le cas en peinture, c'était moins le cas en musique. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que le cinéma attrape l'altérité du monde. Et l'altérité, c'est souvent au cœur des grands films et des grands cinéastes. Le plus grand cinéaste de l'altérité, c'est Rossellini, qui filme par exemple une star hollywoodienne, Ingrid Bergman, et il la met dans le même cadre avec un petit enfant de Lille qui ne comprend pas même le langage ni rien. C'est-à-dire le cinéma, ça permet de confronter dans un même cadre ou dans un même film des choses qui sont radicalement hétérogènes. Alors, c'est évidemment très important aussi, par le cinéma, quand on est enfant ou quand on est adulte, on peut faire l'expérience directe de l'altérité. C'est-à-dire, dans un film, par exemple, un homme peut complètement s'identifier à une femme, aux pensées d'une femme, aux problèmes d'une femme, alors que dans la vie, c'est beaucoup plus difficile. Le cinéma permet de nous mettre, c'est Serge Danet qui disait ça, le cinéma permet de nous mettre à l'intérieur des autres, ce qui dans la vie est extrêmement difficile. C'est pour ça que le cinéma, c'est extrêmement important pour les enfants. Parce que les enfants, ils vivent dans un tout petit monde. Il y a la maison, la famille, l'école. Et le cinéma leur donne accès à des expériences de vie qu'ils ne connaissent pas. Ils connaîtront ça peut-être quand ils seront plus grands, quand ils commenceront à vivre. Ça veut dire que le cinéma permet à des enfants d'avoir une idée beaucoup plus large de l'altérité que leur propre place dans la vie, qui est toute petite, enfin au niveau de l'expérience, comme ça. Et ce que disait en France Schaeffer, c'était que le cinéma nous donne dans l'enfance des expériences qui sont peut-être celles qu'on fera dans l'avenir. Le cinéma nous parle de nous, des choses qu'on ne connaît pas encore, mais on sait que c'est pour nous, on sait que c'est à nous. Il y a des films où on comprend, les enfants comprennent que ce qu'ils voient, ce qu'ils comprennent, pour le moment ils sont trop petits, mais que ça a à voir avec eux. Donc c'est pour ça que le cinéma est extrêmement formateur, mais très profondément, sur le rapport au monde qu'on peut avoir. Bon, quand j'étais critique au Cahier du cinéma, évidemment, on n'arrêtait pas de se poser la question, qu'est-ce qu'un bon film? Est-ce que ça existe des films dont on peut être sûr que c'est des bons films? Et je pense que oui. Je pense qu'il y a des films moyens, des films médiocres, il y a des films sympathiques, mais les bons films, qui sont du vrai cinéma, c'est une catégorie qui existe et qu'on peut approcher comme ça avec prudence. Donc, un bon film, ça n'est pas un film qui se contente simplement de raconter une histoire au spectateur. Parce que ça, c'est facile et il n'y a pas besoin du cinéma. On peut l'écrire, l'histoire. Un bon film, c'est quand il y a à la fois une histoire ou des personnages qui existent, mais qu'il y a le monde aussi. C'est-à-dire que le monde existe. Il n'y a pas juste la narration, il n'y a pas juste l'histoire du film qui existe. Un bon film, c'est un film où les personnages existent, vraiment, pas juste comme support du récit, et où le monde autour d'eux existe. On pourrait déjà donner cette première définition. Et un bon film, c'est surtout un film qui a un bon rapport avec son spectateur. Il y a des films qui ont un rapport avec ses spectateurs qui sont très déplaisants, désagréables. C'est-à-dire, c'est des films, par exemple, qui vous obligent à penser certaines choses, qui vous obligent à sentir certaines choses. Un bon film, c'est un film où le spectateur est libre, relativement libre. Il y a l'histoire qu'on lui raconte et en même temps, il peut un peu, lui, regarder autre chose, réfléchir. C'est-à-dire que c'est un film qui laisse le spectateur
un peu libre de traverser le film à sa façon et de regarder pas forcément juste seulement ce que le cinéaste lui dit de regarder. Donc, et un bon film, c'est un film qui ne fait pas de pression trop forte sur le spectateur, qui n'essaye pas d'obliger le spectateur à éprouver en même temps les mêmes choses. Donc on peut dire ça. Et puis un bon film, c'est aussi évidemment un film où on sent que derrière le film, il y a quelqu'un. On sent que l'histoire qu'on nous raconte, c'est un homme ou une femme qui nous la raconte avec sa personnalité, avec ce qu'il est. C'est-à-dire un bon film, c'est pas juste un film qui raconte une histoire, c'est quelqu'un qui a un univers, qui a quelque chose à lui, et on retrouve dans le film sa façon à lui de voir le monde et de penser la vie, etc. Donc ça fait beaucoup de critères, mais un bon film, ça existe. Bon, il y a une idée comme ça reçue, qui est une idée fausse, absolument fausse, qui est que le cinéma serait un art collectif. C'est-à-dire qu'on confond en général le fait que pour faire un film, il y a une équipe, qu'il y a plein de gens, comme si la création n'était pas la création d'une seule personne, mais était une création collective. C'est évidemment absolument faux. C'est-à-dire qu'au cinéma, il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais il n'y en a qu'un qui a le film dans sa tête. Il n'y en a qu'un qui, lorsqu'il fait un plan, sait pour lui comment ce plan après va rentrer dans le film et ce qu'il cherche. Ça veut dire que l'organisation d'un tournage professionnel, en réalité, c'est comme une armée très très rigide, c'est-à-dire il y a celui qui donne les ordres, qui réfléchit, qui a le film dans la tête, qui est le réalisateur, et puis il y a des gens qui sont au service du film. Mais c'est tout le contraire d'une création collective. Une création collective, ça voudrait dire que chacun apporte des choix, apporte de la création au sens fort. Il y a une part évidemment de création. Le cadreur, celui qui fait la lumière, il participe à la création. Mais en réalité, dans l'acte de création, il n'y a qu'une seule personne qui a le film en tête, et c'est le réalisateur. Personne d'autre que lui, sur le plateau, ne sait exactement le film qu'il a dans la tête. Ça pose beaucoup de problèmes en situation pédagogique. Oui, cette question du cinéma qui serait soi-disant un art collectif, ça pose beaucoup de problèmes quand on fait du cinéma en milieu scolaire. Quand des enfants ou des adolescents font un film, parce que si personne ne prend les décisions, si personne n'a les choix en tête, c'est pas un film. Pour qu'il y ait un film, il faut que quelqu'un, au moins pour chaque plan, fasse les choix et les fasse lui. Et les choix, ils ne peuvent pas être collectifs. Sinon, on fait un film banal, sinon on fait un film moyen, si les choix sont entièrement faits par le groupe. Un groupe ne peut pas avoir des idées un peu fortes, un peu personnelles. Donc, c'est très difficile à l'école. La meilleure solution, c'est de confier à un moment donné tous les choix à un élève. Mais pour un plan, pour une scène. Après, c'est un autre. Après, c'est encore un autre. Mais il est très important qu'à un moment, dans un film même fait en milieu scolaire, quelqu'un décide des choix. L'émotion est un mot très dangereux pour parler du cinéma. Parce qu'en France, par exemple, il y avait un slogan, à un moment, qui disait « Le cinéma, c'est l'émotion ». Et c'est tout. C'est-à-dire que l'émotion était la valeur absolue des films. Or, c'est évidemment très dangereux parce qu'il y a des émotions qui sont indignes. Il y a des émotions qui sont obtenues avec des moyens de cinéma absolument indignes. Ça n'est pas parce qu'il y a de l'émotion que le film est bon ou mauvais. Par contre, il y a des films où l'émotion est obtenue avec des moyens tellement déloyaux que finalement c'est une mauvaise émotion. Et l'émotion, quand on discute de la question de l'émotion, il faut toujours se demander comment cette émotion a-t-elle été obtenue.
Est-ce qu'elle a été obtenue par un chantage sur le spectateur? C'est très facile de faire pleurer les spectateurs. Mais ça n'est pas parce que le spectateur pleure que le film est bon. Parce qu'après tout, les Allemands qui assistaient au défilé d'Hitler, ils pleuraient. Ils étaient très émus. Et cette émotion-là, on ne peut pas dire que c'était une bonne émotion. Donc il faut... Voilà. C'est vrai que dans le cinéma, il y a de l'émotion. C'est vrai que c'est un art où l'émotion est très très importante, mais l'émotion ne peut pas être un critère de jugement ni d'analyse. Quand on regarde un peu comment se fait un film sur la durée, on a l'impression que toutes les phases sont différentes. On a l'impression que écrire le scénario, c'est pas du tout la même chose que tourner, que c'est pas du tout la même chose que monter ou que mixer. On a l'impression que ça fait appel à des gestes de création totalement différents. Mon hypothèse, c'est que ça n'est pas vrai. Mon hypothèse, c'est que finalement, quel que soit le moment où on en est de la fabrication d'un film, on passe par trois gestes qui sont les mêmes, trois gestes de pensée qui sont les mêmes, et qui sont ces trois-là. C'est-à-dire, au cinéma, on choisit. Par exemple, si on fait une scène, deux personnes qui sont à une table de café, on va choisir la couleur de la table. S'il y a un bouquet de fleurs, si c'est un restaurant, le cinéaste choisit s'il veut des roses ou s'il veut des fleurs blanches ou des fleurs rouges. C'est-à-dire que le premier geste, c'est de choisir des choses, choisir des objets, des couleurs. Le cinéaste choisit par exemple si son actrice ce jour-là elle sera en robe ou si elle sera en jupe ou si elle aura un vêtement bleu ou rouge. Donc ça c'est la question du choix. Ensuite, le deuxième geste c'est celui de disposer. Disposer ça veut dire, je reviens à l'exemple il y a deux personnes dans un café qui parlent, à une table de café. Comment est-ce que le cinéaste choisit de les mettre? Est-ce qu'il va les mettre par exemple comme ça et ils se regarderont comme ça? Est-ce qu'il va les mettre face à face? Et s'il les met face à face, est-ce qu'il va mettre la femme ici et l'homme là? Ou au contraire la femme ici et l'homme là? C'est-à-dire il y a un travail dans l'espace de comment on dispose les figures, les personnages ou les comédiens. Et le troisième geste, c'est l'attaque. C'est-à-dire, le cinéaste, il a donc placé la femme ici, l'homme là. Est-ce qu'il se met derrière la femme et il a l'homme en face? Ou bien est-ce qu'il se met derrière la femme et il change? Ou bien est-ce qu'il se met face à eux deux et il a les deux, par exemple, en même temps, comme ça et comme ça? Donc, le geste de l'attaque, il est multiple. Attaquer, c'est d'abord choisir l'axe. Quel est l'axe dans lequel je mets la caméra? La distance. Est-ce que je me mets près ou loin d'un personnage ou des deux? Alors, en fait, le geste de disposition et d'attaque, ils ne sont pas séparés dans le temps. C'est-à-dire que le cinéaste, il arrive au café, il dit tiens, on va tourner sur cette table, mais là où elle est, ça ne me plaît pas, on va la déplacer. Donc il déplace la table, et après il dit bon, toi tu te mets là, toi tu te mets là, et puis il essaye. Il cherche une attaque, et puis avec cette attaque, il se rend compte qu'il faut changer la disposition. Ça veut dire que le geste d'attaquer et le geste de disposer, ils se font c'est en même temps. C'est-à-dire les cinéastes passent sans arrêt, au moment de la mise en espace, de l'un à l'autre. Ces deux gestes qui sont pas, on ne fait pas d'abord la disposition et après l'attaque. On fait la disposition, on essaye une attaque, on rechange la disposition, on rechange l'attaque, et à un moment ça marche. À un moment on dit bon, c'est ça que je veux, c'est comme ça que ça marche. Alors, ces trois gestes, si on réfléchit bien, on les retrouve au montage. Parce qu'au montage aussi, il faut choisir les prises. Si on a fait 6 prises, on dit c'est la 3 que je veux. Après, on choisit d'autres plans, d'autres prises, et puis là on commence à dire tiens, on va mettre d'abord ça, ensuite ça, c'est-à-dire ça, c'est la disposition. Et donc au montage, on commence par disposer, choisir les plans,
les mettre dans un certain ordre. Et après, c'est l'attaque, c'est-à-dire après, quand un plan, par exemple, est long, est-ce qu'on commence dans le mouvement? Est-ce qu'on commence avant que l'acteur parle? Est-ce qu'on commence pendant qu'il est en train de parler? C'est-à-dire qu'on retrouve le même geste de l'attaque. Pareil au mixage, et même pareil dans le scénario, d'une certaine façon, parce que les scènes, quand on les écrit en entier, et puis à un moment on dit, bon, c'est trop, ça va être ennuyeux, je vais couper le début du dialogue, et puis je vais juste prendre, je vais rentrer dans la situation de façon plus directe. Donc, mon hypothèse, enfin, ou ma théorie, c'est que finalement, concrètement, ça a l'air d'être très très différent. En réalité, dans le cerveau, c'est les mêmes choses qui marchent. C'est les mêmes attitudes qui font à chaque moment la fabrication du film. Si on veut initier des enfants au cinéma, il ne faut pas partir du savoir, il ne faut pas partir de la culture, il ne faut pas partir de l'histoire du cinéma. Il est très important de partir d'abord de l'expérience directe de la traversée des films. C'est-à-dire que dans l'expérience, il y a du savoir. Le fait qu'un enfant voit un film sur lequel, par exemple, il ne sait rien, on ne l'a pas préparé à voir ce film, et donc il entre dans le film, il traverse le film, et quand il sort de ce film, il a une intelligence du film. Il a la façon dont lui l'a compris, la façon dont il a été ému, dont il a été touché par le film, et les images qui lui restent, par exemple. C'est-à-dire quand il voit un film d'1 h 30, qu'est-ce qui lui reste comme images qui l'ont touché personnellement. C'est toujours de là qu'il faut partir. C'est-à-dire que si on veut initier des jeunes ou des enfants au cinéma, il faut toujours partir de leur expérience à eux. L'expérience de la traversée du film. Il ne faut pas partir des idées, il ne faut pas partir des concepts. Les idées et les concepts, on y arrive après. C'est-à-dire que d'abord, eux disent, chacun peut dire par exemple comment il a vécu la traversée du film, et ensuite, à partir de ça, on peut demander à d'autres élèves qu'est-ce que c'est à eux leur traversée du film, et à partir de là, on peut commencer à faire des ponts, à analyser et petit à petit aller vers les idées. Mais il ne faut jamais partir de l'idée, il faut toujours partir de leur expérience. Oui, le cinéma a évidemment à voir avec l'enfance, pour beaucoup de raisons. D'abord, l'enfance, c'est le moment où les sensations sont toutes neuves et très fraîches. Après, les sensations s'usent quand on vieillit, quand on grandit. Et finalement, quand on va au cinéma, si le film est bien, on retrouve la fraîcheur de ces sensations. C'est comme si on voyait le monde un peu à nouveau, comme quand on était enfant. Et l'enfance, c'est aussi le meilleur moment pour rencontrer le cinéma. Il y a quelque chose de très important dans l'enfance, quand on a une espèce de révélation du monde à travers le cinéma. Après, c'est un peu tard. Quand on est adolescent ou qu'on a 20 ans, si on rencontre le cinéma à ce moment-là, ça ne sera pas aussi essentiel. Ça n'aura pas la même importance pour la vie de rencontrer le cinéma. Donc c'est pour ça qu'il est très très important, quand on peut, d'essayer de faire en sorte que la rencontre avec le cinéma, elle ait lieu quand les enfants sont petits. Après, c'est accroché à eux, et après, ils ne quittent plus le cinéma. Je ne suis pas né à Paris et je n'ai pas fait mes études à Paris. Et les Parisiens avaient tous les films. C'était très facile pour eux d'avoir accès à tout le cinéma. En province, moi je suis de la Provence, donc du sud de la France, il y avait des films, notamment Aix-en-Provence, mais on était très frustrés. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de films, on lisait dans les cahiers du cinéma que c'était des très beaux films, mais on ne pouvait pas les voir. Et en fait, finalement, être un cinéphile en province, avec la frustration, etc., c'était très bien. C'est-à-dire qu'on avait une envie très forte.
Et on partait à Paris dès qu'on pouvait, on n'était pas à faire 200 km en voiture pour voir un film qu'on voulait absolument voir. Et il y a eu comme ça une cinéphilie de province en France, très, très importante par rapport à ceux qui avaient tout, qui étaient les riches de la culture, qui étaient les Parisiens. Le cinéma, au cinéma, il y a quelque chose qui est spécifique sur la création, sur les choix de création. C'est-à-dire que quand on filme un plan, dans une fiction par exemple, il y a forcément une partie logique. Il y a une partie qui est déduite, puisque le plan, si on le filme, c'est qu'il a une fonction dans le scénario, dans l'histoire. Donc ça relève de l'intelligence logique, de dire, est-ce qu'à ce moment-là, il faut que je voie plutôt l'homme ou la femme? Ça dépend de la scène et du découpage dans laquelle on est. Mais si le cinéma, ça n'est que de la logique, en généralement, c'est pas de la création, c'est pas des bons films. Les vrais cinéastes qui croient à la création ont besoin aussi, à un moment, au moment où ils font le cadre, où ils décident quelque chose, de se fier à leur envie, à leur intuition, à leur désir. C'est-à-dire que la partie intuition est très très importante. Comme un peintre. Un peintre, peut-être il dit, bon là il faut du jaune, mais après, quand il met la touche avec le pinceau, c'est plus la logique. C'est-à-dire qu'après, c'est le corps, c'est l'envie, c'est la touche. Donc ça, c'est le propre, j'ai envie de dire, des grands cinéastes. C'est-à-dire que dans leur acte de création, il y a à la fois une partie logique, sinon il n'y a pas de film et il n'y a pas d'histoire, mais jamais ils ne renoncent à la partie intuitive, à la partie, voilà, j'ai envie de filmer là, comme ça, parce que je veux voir la lumière dans les cheveux, etc. C'est-à-dire que là, c'est plus de la logique, c'est du sensible et c'est de l'intuition. Kiarostami est un cinéaste qui a un rapport très très grand à l'enfance et au cinéma lié aux enfants, puisque dans tous ses premiers films, le personnage principal, c'est un enfant, d'âge un peu différent. C'est-à-dire que pour lui, faire du cinéma, c'était d'abord revenir à l'enfance et raconter l'histoire de le monde vu par un enfant, les perceptions du monde vues par un enfant. Et avant de faire des films de fiction, avant de faire du cinéma, il a travaillé beaucoup sur des films pédagogiques. Il était employé par une institution éducative qui s'appelait le Canoun, et il faisait des courts-métrages à usage pédagogique. Et après, petit à petit, il est passé à faire des films, d'abord des courts-métrages de fiction, puis après des longs-métrages de fiction. Et c'est devenu aujourd'hui un des plus grands cinéastes du monde. Et au fur et à mesure qu'il a donc... il a arrêté de filmer des enfants, enfin en tout cas, il y a toujours des enfants dans ses films, mais il y en a moins, ils sont juste épisodiques. Il s'est intéressé après aussi à ce que c'est que les adultes, mais il y a quand même toujours un enfant dans ses films. Il y a toujours un personnage important qui est un petit garçon, une petite fille, comme ça, plutôt les petits garçons, qui est quand même un autre point de vue sur la vie dans l'histoire, même si c'est une histoire d'adulte. Par exemple, dans Copie conforme au début, c'est une rencontre amoureuse, mais elle est vue par le fils de la femme qui n'est pas d'accord, qui comprend que sa mère est en train d'avoir une histoire et il n'aime pas ça. Et on a aussi le point de vue de l'enfant sur une histoire qui est une histoire absolument d'adulte. Alors, Kiarostami, par ailleurs, c'est quelqu'un qui est un vrai pédagogue. Kiarostami, même aujourd'hui, il n'a plus besoin de faire des workshops, de faire des ateliers, de faire de la pédagogie, et il en fait partout. Quand il va dans un pays, il réunit 20 personnes, des gens jeunes, et il leur fait faire des films. Et il les initie, il les guide. C'est une passion pour lui. C'est-à-dire il fait faire un nombre de films incroyables. Donc ça veut dire que pour lui, la pédagogie, ça fait partie de sa vie. Même quand il a beaucoup d'argent pour faire des grands films, ça reste pour lui quelque chose d'absolument essentiel. Et il se trouve que, du point de vue de l'éducation au cinéma, Où est la maison de mon ami est sans doute le film, pour moi, le plus universel. C'est-à-dire, c'est un film qui est très particulier, puisque ça se passe dans un village en Iran, les autres, je sais pas, un japonais n'a aucune idée de ce que c'est, et pourtant, c'est un film dans lequel tous les enfants rentrent.
tous les enfants s'identifient, tous les enfants du monde entier. J'ai montré ce film au Japon, j'ai montré ce film dans des pays très très différents, et il le sait. Il m'a dit un jour, c'était mon premier film, mais c'était mon film le plus universel. J'y arriverai plus à faire un film qui soit aussi voilà, universel, compréhensible absolument par tout le monde. Alors, et c'est un grand cinéaste, c'est-à-dire que si on prend la maison de mon ami, on a l'impression que c'est un film très simple, il n'y a rien, il y a juste une petite idée de scénario. On a l'impression que ça va tout seul, que c'est très facile de faire ça. Et en réalité, il y a toujours la simplicité et toujours un très grand mystère. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que c'est ce menuisier qui l'accompagne dans le village la nuit, etc. C'est-à-dire, il y a toujours une dimension. La dimension de l'histoire, elle est très simple, mais il y a toujours une autre dimension qui est beaucoup plus importante. Qui peut être, dans le cas de Où est la maison de mon ami, c'est une dimension un peu magique, comme ça, un peu secrète. Et c'est pareil dans tous ces films. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui dit regardez, je vous raconte une histoire difficile. Il nous dit regardez, je vous raconte une petite histoire, c'est rien. Et en réalité, elle a une puissance d'évocation, de réflexion, toujours très très grande. C'est ce qui fait que c'est un des cinéastes les plus simples et les plus mystérieux de l'histoire du cinéma. Et même le dernier film de Cannes, ça a l'air très simple, et puis d'un seul coup, on comprend qu'on a basculé ailleurs. On comprend qu'on est dans d'autres régimes de pensée. La question du scénario, elle est assez multiple. C'est-à-dire qu'il y a des cinéastes qui font des scénarios parfaitement finis, tout est en place, et après au tournage, ils essaient de reproduire exactement le scénario. Et puis il y a des cinéastes qui ont un scénario aussi, mais qui pensent qu'après, en fonction de ce qui se passe sur le tournage, en fonction du temps, en fonction des acteurs, en fonction de tout ça, le scénario reste un peu ouvert. On peut changer un peu même les dialogues, ou même on peut même inventer des choses qui n'étaient pas écrites dans le scénario. Donc c'est scénario fermé, verrouillé, et scénario ouvert. Avec les enfants, quand on fait des films, enfin ou les enfants ou les adolescents ou les lycéens, il faut absolument avoir un scénario un peu ouvert. Parce que s'ils veulent faire un scénario complètement verrouillé, tourner exactement ce qui a été prévu, souvent c'est impossible. Parce que les conditions dans lesquelles ils travaillent ne sont pas des conditions professionnelles où tout est préparé, réglé. Donc il vaut mieux le savoir et commencer dès l'écriture à dire au groupe, enfin aux jeunes, on écrit, mais on pourra après changer en fonction de comment ça se passera, en fonction des comédiens. Donc il faut voilà. Avec des élèves, la seule solution, c'est d'avoir un scénario un peu ouvert. Et comme ça les oblige à... Bon, ils arrivent dans le décor, ils voient des choses qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient trouver, ils sont sensibles à la lumière, ils sont sensibles à tout ce qui se passe, et il faut qu'ils aient le temps de réagir à ça. Parce qu'il ne faut pas qu'ils arrivent en disant « on va faire ce qui est écrit ». Donc en matière de pédagogie, c'est très important. En France, le mot travelling est au cœur d'une phrase qui est célèbre pour tous les cinéphiles, tous les étudiants en cinéma, tous les critiques, qui est une phrase de Jacques Rivette qui disait « le travelling est une affaire de morale ». C'est très important. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté la morale du scénario et de l'autre côté, il y aurait l'esthétique qui serait indépendante du sens moral. Donc le travelling est une affaire de morale, ça signifie que le choix de faire un travelling est un choix qui n'est pas seulement esthétique, mais qui est aussi un choix moral. Le fait de choisir un travelling, à un moment, ça devient une responsabilité. Alors, la phrase, elle vient, c'était une critique de Jacques Rivette sur un film qui s'appelle Capot, qui se passait dans un camp de concentration. Et le personnage
marcher et aller se jeter sur les fils électriques pour mourir. Et là, le cinéaste faisait un travelling pour faire une belle image sur la main de l'actrice. Et Rivette disait dans les cahiers du cinéma, un cinéaste qui fait un plan comme ça est un cinéaste abject. C'est-à-dire c'est un cinéaste qu'il faut mépriser. Parce qu'on n'a pas le droit de faire un mouvement qui se termine sur un très beau cadre alors qu'il est en train de filmer l'horreur. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup ça suffit, un plan comme ça suffit à juger tout le film. Alors c'est une tradition de la pensée critique en France, c'est-à-dire que on ne considère pas que d'un côté il y a l'esthétique, on dit bon c'est un film qui est bien cadré, bien éclairé, et de l'autre côté le contenu. L'idée c'est que la façon dont un film fait partie du contenu. C'est pas isolable, c'est pas séparable du contenu lui-même. Donc c'est une option critique très très forte de pouvoir affirmer ça. C'est très important quand on est par exemple avec des lycéens de leur faire comprendre qu'il n'y a pas d'un côté on fait un joli plan et de l'autre le contenu. Qu'on a une responsabilité dans les choix esthétiques et les choix techniques quand on fait un film. Il y a une histoire assez compliquée du zoom dans la critique, notamment dans la critique de cinéma. C'est-à-dire qu'au début, quand le zoom est arrivé comme instrument technique, le zoom est une invention assez récente dans la technologie du cinéma. Ça a été considéré tout de suite comme paresseux et pour la télévision, puisque les mauvais chefs opérateurs de télévision se mettaient dans un endroit et puis au lieu de changer, de chercher la distance, ils faisaient ça avec le zoom. Donc les cinéastes qui utilisaient le zoom étaient considérés comme des non-cinéastes ou des mauvais cinéastes. Puis sont arrivés des grands cinéastes qui ont commencé eux à voir l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à utiliser le zoom, notamment Rossellini. Rossellini s'était même fabriqué un zoom pour lui. Pendant que le cadreur regardait dans la caméra, lui, il était assis et il bougeait le zoom. C'est-à-dire que le cadreur ne savait pas si Rossellini allait se rapprocher ou reculer par rapport à ce qu'il y avait devant. Donc c'était très acrobatique et difficile pour le cadreur et le pointeur de suivre ce que Rossellini faisait de façon totalement improvisée et à l'intuition. Et bon, Visconti, après arrive, donc là, très grand cinéaste italien, et lui aussi commence à utiliser le zoom. Et d'un seul coup, le zoom a acquis ses lettres de noblesse, et le zoom est devenu quelque chose qui pouvait être utilisé par des cinéastes qui se considéraient comme des auteurs et comme des gens qui avaient une esthétique. Donc on peut dire que le zoom, d'abord, est né hors esthétique du cinéma, et après il a fini par rentrer dans l'esthétique du cinéma. Et il y a un très bel exemple aujourd'hui, c'est le cinéaste Aung San Suu, qui est un cinéaste coréen, qui est un très grand cinéaste d'aujourd'hui. Aung San Suu, quand il a commencé à faire du cinéma, il disait jamais le zoom, c'est hors de question que je fasse des zooms, c'est les mauvais cinéastes qui font des zooms. Et puis dans un film qu'il a fait, qui s'appelle Conte de cinéma, il fallait qu'il y ait deux films. C'est-à-dire au début on voyait un film et on s'apercevait au bout de 20 minutes que c'était un film projeté sur un écran et on suivait après les spectateurs. La vraie histoire, elle commençait après. Pour faire la différence entre le film projeté et le film qui était son film, dans le film projeté, qu'il a tourné lui-même, il a fait des zooms. Pour dire, vous voyez, et quand il a vu ce film, quand il a vu les rushs, il a eu très envie d'utiliser le zoom dans ses films. Et maintenant, dans tous les films d'Aung San Suu, il y a des zooms, mais c'est un zoom qu'il a inventé lui. C'est-à-dire qu'il est, par exemple, il filme 4 personnes à table, il fait un léger zoom. C'est-à-dire c'est pas pour aller attraper un gros plan, c'est juste un mouvement comme ça d'attention, comme si on s'approchait un tout petit peu d'un des personnages d'une scène. Alors, avec les enfants, c'est très dangereux le zoom, d'utiliser le zoom quand on fait des films en milieu scolaire, parce que sinon on met le pied n'importe où, et puis on dit, bon ben on va
Avec le zoom, on va rapprocher, reculer, c'est-à-dire le zoom est quelque chose qui n'oblige pas à penser le cadre. Le zoom n'oblige pas à faire des choix et en disant voilà, je veux que ce soit cette taille-là, donc je vais me mettre là, ce qui évidemment en pédagogie est absolument indispensable. Donc en pédagogie, il faut beaucoup se méfier du zoom.